speak, sorry. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, je vais parler en français. Soulagé? Donc, moi, je m'appelle Mike Howard. Je travaille pour Coursera. Je suis Senior Account Manager. Aujourd'hui, c'est pas Coursera n'est pas le sujet. Le sujet, c'est online learning par Orange. Donc, le présentateur aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est cher collègue Afef Pedage, qui est Orange, c'est un client très important pour nous. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Nous avons commencé Coursera, comme notre cher collègue nous a dit, il y a 10 ans. En fait, on a fêté notre 10e anniversaire il y a quelques semaines. Au début, c'était directement aux apprenants. C'était une MOOC. Et tout le monde pouvait aller sur la plateforme pour apprendre du contenu des meilleures universités qu'on a trouvées. L'histoire avec la France, c'est vrai. On a une bonne relation avec la France. Un de nos premiers clients, c'était L'Oréal. Un de nos premiers fournisseurs de contenu, c'était HEC Paris. Et depuis très longtemps, donc, on travaille avec les partenariats dans les deux sens en France. Et puis, il y a peut-être 6 ans, on a décidé aussi de travailler avec les entreprises. Parce que les entreprises nous ont dit, on a besoin de vous pour former dans le upskilling, dans le reskilling, nos employés. Et la différence donc avec un individu qui va faire sur la plateforme, qui apprend les cours de Coursera, c'est quand on est entreprise, on peut avoir accès également à toutes les données des employés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à devenir une entreprise d'apprentissage de compétences. Pas de cours, mais de compétences. D'analyser des compétences recherchées et de fournir ces compétences parce qu'il y avait des demandes dans les entreprises. Après, on a travaillé aussi avec les gouvernements et depuis 2 ans maintenant avec les universités. Un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a assez d'espace pour un long film. 100 millions de personnes sur notre plateforme. Ok, juste pour savoir. Non, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des entreprises. Et donc, ça va être avec un énorme plaisir. Un de nos partenaires les plus importants, important dans les deux sens, important dans le cœur, mais aussi important dans la taille de l'entreprise, c'est avec Orange. Donc aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir d'inviter sur la scène Afef Pedage pour parler de online learning, son histoire, l'histoire d'Orange, les besoins d'Orange et le partenariat avec Coursera. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, ça passe. Okay. Alors. Ça marche pas? Voilà, super. De quoi on va parler aujourd'hui? En fait, on va essayer de relier pourquoi on doit évoluer sur les compétences un petit peu avec le changement technologique qu'on vit. Donc, je vais vous parler un peu pourquoi c'est moi qui vous parle de ça, et puis après, partager avec vous mon expérience personnelle sur la formation en ligne. Et petit à petit, on va parler d'Orange, et pourquoi Orange, et pourquoi Coursera précisément. Alors, qui je suis ça ne va pas me rajeunir, mais je suis ingénieure de formation en télécom. Il y a 20 ans, j'ai eu mon diplôme. Et avant, un diplôme c'était pérenne, les compétences qu'on a dans une école. Et il n'y a pas de problème, on pouvait aller se former de temps en temps quand c'est nécessaire. Et puis ce que j'ai fait au début de ma carrière, c'est des lancements d'opérateurs mobiles. Je suis tunisienne, je vis en Tunisie jusqu'à il y a 1 an. Et en Tunisie, on a eu des lancements d'opérateurs mobiles. Et donc, je suis de ces équipes qui sont allées dans les data centers pour mettre des serveurs physiques, câbler. Il faut plugger le câble pour prendre des traces. Et il fallait se déplacer physiquement. Et puis après, sont arrivées les nombreuses générations de réseaux. Et à chaque fois, il suffisait, entre guillemets, d'être un petit peu à jour, plus ou moins, et d'aller s'enfermer dans une salle pendant 2 semaines pour apprendre ce que c'est que l'Edge, la 2G, la 3G, la 4G. Ça suffisait jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et puis une fois qu'on a cet apprentissage-là, on retournait au travail et puis on capitalisait dessus.
Et le changement que j'ai vécu, c'est que ce n'est plus suffisant. Donc aujourd'hui, ce que j'ai dû faire, c'est d'aller me former. Et pour faire mes entretiens, il fallait que je sois compétitive vis-à-vis de ces talents, ces jeunes. Alors j'ai un travail full-time, comme plein de gens ici. J'ai une vie personnelle, j'ai des enfants. J'ai pas beaucoup de temps pour aller m'enfermer une semaine. Et une fois qu'on est enfermé une semaine dans une classe, on se rend compte que ce qu'on a appris, ce n'est qu'un petit bout, un petit morceau de ce qu'il faut apprendre. Et mon travail faisait qu'il fallait que je sois à jour. Je dirigeais le lab, un lab, on appelle ça un lab, mais c'est une équipe d'ingénieurs qui développe, déploie des services pour les opérateurs, notamment Orange, et partout dans le monde. Et il fallait peut-être pas être compétitif, mais donner un exemple à ces gens-là qu'on recrute, même bien avant que la data, on parle de la data, la transformation data-driven. Et donc, je me devais d'apprendre. Donc, ce que j'ai fait, puis après, là, je vais vous partager mon expérience sur le online learning. Et là, aujourd'hui, pourquoi aussi je vous parle de tout ça, un petit peu, pour être un petit peu crédible sur ce sujet, c'est que je m'occupe de ce qu'on appelle la filière des métiers de la technologie pour Orange, pour toutes les géographies du monde, en France. On a des filiales un peu partout, on va en parler un petit peu. Et donc, je dois dire, en tout cas, éclairer un peu sur comment évoluent nos métiers. Aujourd'hui, un jeune talent n'a pas besoin de moi pour le dire. Mais par contre, une entreprise, on doit prioriser vers quelle technologie, vers quelles compétences nous allons aller. Et je trouve que l'online learning, et notamment Coursera, nous aide beaucoup là-dessus. Par contre, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste, je fais du online learning, j'offre des licences et on s'en va. Et pour ça, je voudrais simplement vous dire mon expérience personnelle. La première fois que j'ai fait un exercice de formation distancielle, je me suis sentie seule derrière un écran. Je trouvais le temps lent. Le premier tuto, c'était sympa. Mais après, très vite, ça devenait long et j'avais plus le temps. Et c'est passé tout de suite la dernière de mes priorités. Il n'y a personne en face de moi pour me pousser. Il n'y a personne pour me dire vas-y, t'es en retard. À l'école, on était encore. Donc, il y a toujours un qui dit mais est-ce que tu as fait ça? Tu te rends compte que tu ne l'as pas fait, donc tu te dépêches. On avait des agendas dédiés école. Et là, il n'y a plus personne. Il y a juste une connexion sur un PC. Puis si on ne se connecte pas, on est au courant de rien et ça passe. Donc, première chose que je devais faire dans un agenda super chargé, donc avec des enfants, vie professionnelle et puis vie privée, c'est de libérer du temps. Donc, j'ai dû mettre dans mon agenda du temps libéré pour ça. Alors, je n'ai pas arrêté de travailler. Au contraire, le travail, ça ne demande jamais moins de temps, ça demande toujours plus. Mais me réveiller un peu plus tôt, dédier des heures dans le week-end, mais c'était du temps pour travailler seulement sur ma formation, mon apprentissage. Sauf que très vite, donc ça c'est le premier axe, il faut libérer du temps, ça ne va pas se faire tout seul. C'est pas oui, je vais le faire avant de dormir, ou je vais le faire dans le métro, ou je vais le faire quand j'ai un peu de temps, parce que le temps passe et on n'a rien fait. Ensuite, je me suis rendu compte que quand je me mets en condition d'apprentissage, il y a plein de choses qui arrivent dans mon esprit, à part de commencer à apprendre. Parce que je me rends compte qu'il y a un mail que je n'ai pas envoyé, je me rends compte qu'il y a une réunion que je n'ai pas encore organisée, qu'il y a mon équipe à qui je devais faire un truc et je n'ai pas vérifié s'ils l'ont fait ou pas, est-ce que j'ai boosté, etc. Donc ça ne suffisait pas. Et donc le plus important dans tout ça, c'est pas de libérer du temps, parce que très vite on peut se retrouver dans ce temps-là en train de faire des choses autrement que l'apprentissage, c'est de mettre des délais. On a besoin. On n'est pas en classe, on n'est pas en situation d'examen où on va dans une classe et il y a quelqu'un qui nous dit vous passez, ça commence là et ça finit là. Et donc, il faut se le mettre, soit par la formation elle-même, ce qu'on discute aussi avec Coursera, dire voilà, il faut mettre des délais, il faut avoir un temps où ça finit. Et j'ai essayé plusieurs formations et apprentissages. Il y en a un où c'était évidemment payant, comme tous, mais c'est que si tu ne réussissais pas, il fallait payer pour avoir une extension, ou si le temps passé que tu n'avais pas passé ton examen, il faut payer. Donc payer, ça fait mal, du coup on se dit oh là là, il faut que je finisse dans les temps. Ou alors to fail, d'échouer. Et si on échoue, ça veut dire qu'il faut repasser, il faut dépenser encore plus de temps là-dessus. Et donc,
c'est important d'avoir ce temps-là, de dire il faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est pas que j'ai 2 ans pour faire un module, non, j'ai 2-3 mois, sinon après, soit je dois payer en fonction de, soit je dois refaire, ça, tout recommencer. Donc c'est important d'avoir un peu ces réflexes un peu de classe. Et puis cette expérience que j'ai, je ne sais pas si Sausan m'écoute, c'est une data scientist qui était dans mon équipe, qui m'a un jour suggéré, à travers son manager, donc à qui je fais un petit coucou, d'essayer quelque chose qui s'appelle Study with Me. Alors ça a l'air de rien, hein, c'est très simple ce que je vous dis, mais c'est puissant. Donc c'est arrivé où le télétravail s'est installé, et qui dit télétravail ne dit pas forcément on fait plus de choses, on passe plus de temps à faire ce qu'on fait, donc on n'a pas suffisamment de temps, et puis après il faut aller faire à manger, les enfants qui rentrent, il y a toujours des agendas très chargés. Et ce qu'ils m'ont proposé, c'est d'allumer sa caméra, se mettre en visio, donc je me suis mise en visio avec Sausan, avec le micro on, et quand on s'entend, on peut se parler, on peut se voir, sauf que chacune travaille de son côté sur son online learning. Chacune fait quelque chose de différent. C'est comme un peu l'ambiance des étudiants avant. On se mettait dans une salle, on travaillait ensemble. Et au début, c'est un peu bizarre de dire « Est-ce que ça va? Tu parles pas ?» Non, moi non plus, je parle pas, mais c'est bon. Puis après, si tu feuillettes un livre, on entend les pages du livre, parce que l'autre entend et voit. Si mon fils vient me voir, elle le voit, elle l'entend. Bon, désolé, mais interruption. Et on passait des heures comme ça. Puis à la fin, bon, allez, moi je vais dormir. Oui, moi je continue un petit peu. Je reviens demain à telle heure. Et on se remettait à travailler ensemble. Ça a l'air de vraiment rien, mais c'est une façon de travailler ensemble, chacune sur son truc. Et ça permet de se focaliser sur ce qu'on fait. Il y a aussi autre chose que j'ai remarqué qui m'a beaucoup aidée, c'est cette sensation de promotion d'école. C'est qu'on avait, avec mes collègues et les autres apprenants, c'est un canal de discussion, que ce soit un WhatsApp, chez Orange on a mis le Mattermost, quel que soit ce canal où on se dit, on parle de la pluie, du beau temps, on parle aussi des deadlines qui approchent, on parle de... C'est pas forcément pour le programme lui-même, mais ça permet d'avoir une connexion humaine derrière ce online learning un peu... Il n'y a pas d'humain, alors qu'on est en train de changer une chose qui est... l'apprentissage est humain, finalement, on doit apprendre. Donc ça permet de ne pas se sentir très seul. Puis le dernier truc, c'est, évidemment, et ça on l'a aussi avec Coursera, c'est d'avoir une hotline, quelqu'un à qui on peut écrire, dire voilà, j'ai pas réussi cet exercice, est-ce que tu peux m'aider? Quelqu'un dit bon, la plateforme ne répond pas, je trouve pas mon module, donc ça aussi c'est bien. Donc là, je fais un gros aparté sur mon expérience personnelle qui justifie un petit peu pourquoi je suis là. Je ne suis pas là parce que seulement je travaille sur la vision qu'on a au sein d'Orange sur les métiers et leur évolution, mais aussi sur une expérience personnelle qui me dit qu'il ne suffit pas d'avoir une licence, il faut qu'on soit là derrière. Et là, cet après-midi, je vous parle de ce qu'on a fait avec Coursera, parce qu'on n'a pas seulement acheté des licences, mais aussi on a mis en place un travail d'accompagnement léger, mais probablement suffisant, et c'est ce qu'on va tester. Alors, chez Orange, je remets un petit peu dans le contexte, nous ne sommes pas une petite entreprise, 142 000 personnes, dont un tiers travaille sur les technologies, un bon tiers. Je ne parle pas des managers, je ne parle pas des fonctions de support, je parle vraiment des gens qui sont dans la techno, des architectes, des développeurs, des intégrateurs, des gens qui déploient, l'exploitation, etc. Donc c'est pas petit. D'abord, et c'est partout dans le monde. On est opérateur télécom en premier lieu, mais aussi on a d'autres verticales, et on est sur 26 pays. Bon. Puis on est un opérateur de convergence, donc les vieilles technologies, elles doivent évoluer, on doit converger nos réseaux et les ouvrir. Je vous parle d'un temps d'où je viens, où il y avait, je ne sais pas si vous imaginez, mais les téléphones ne faisaient pas d'Internet. C'est un peu inimaginable, mais on vient de là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un opérateur de cette dimension? Et je parle à d'autres aussi opérateurs. On a les mêmes enjeux finalement. La data est arrivée dans notre monde d'une manière assez accélérée et nous devons nous s'approprier cette technologie, la connaître, et on doit faire toutes les étapes. La connaître au moins de loin pour certains, la maîtriser pour d'autres,
la perfectionner pour nos experts. Et ça, c'est récent. C'est peut-être une décennie, mais c'est quand même récent pour quelqu'un qui sort d'école, qui a appris autre chose que ça. Et même les jeunes, ils ont une quantité d'informations et d'outils qu'ils doivent maîtriser que la data, ça bouscule tout le monde. Et ça, je ne vous apporte rien. Les réseaux, peut-être c'est un peu plus niche, nos réseaux changent. Nous ne sommes plus dans des serveurs physiques où on doit se déplacer pour aller vérifier si le câble est bien ou si on est au bon, on sait localiser un peu le service. Tout est virtualisé, softwareisé. Tout est ouvert, on touche à tous nos serveurs de n'importe où. Et donc ça met... On doit non seulement monter en compétences, mais aussi être de plus en plus vigilant, savoir ce qu'on fait. Donc il y a une montée en compétences assez importante, quasiment aussi importante que l'arrivée de la data. Et puis par-dessus tout ça, une fois qu'on a fait tout ça, on doit quand même innover. Nous sommes un opérateur connu pour la recherche et l'exploration, et on doit confirmer notre place là-dessus. Donc il faut tout maîtriser, mais aussi être créatif et force de proposition. Et ça ne se fait pas sans le changement de nos compétences, le reskilling, le upskilling, qui sont deux termes dont on va parler un peu plus. J'aime bien ce slide, c'est le slide de notre directeur de la data qui mène la transformation au sein d'Orange. Et la data nous accélère un peu la tendance et fait qu'on doit aller encore plus vite. C'est nouveau, c'est comme si vous changez entre les mains l'outil de travail, votre Excel ou votre Outlook, et que vous devez changer tout le temps d'outils de travail. C'est assez déstabilisant. Et en plus, la data dit qu'il y a un nombre de métiers qu'on ne connaît pas encore. Ça va arriver, on ne les connaît pas encore. Et dans les années à venir, il y a des métiers qu'on ne sait pas même nommer et qui vont exister et qui commencent dans les entités d'exploration et de recherche. Et donc la croissance là-dessus, elle est certaine. C'est juste qu'on doit l'embrasser et la maîtriser. Là, je partage avec vous quelques informations d'études qui sont faites, que je trouve intéressantes et qui confirment un petit peu ce que je dis, d'une manière quantitative. 4 experts sur 5 pensent aujourd'hui, ils valident, confirment qu'il est plus coûteux d'aller chercher un talent ou un expert à l'extérieur de l'entreprise que de reformer à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas peu, c'est parce qu'ils l'ont essayé et ils trouvent que ce n'est pas forcément la bonne approche, d'autant plus que le vivier des talents est de plus en plus petit. Chercher un data scientist, tous mes amis dans le domaine, ils ne trouvent pas ça facilement, et quand ils en trouvent, ce n'est pas évident. J'ai vu aussi une autre étude d'Eloitte qui dit un jeune, quand il est arrivé dans une entreprise, si on a réussi à débaucher ou à recruter, même pour un premier emploi, ce data scientist, il y a des chances que dans les 8 mois, il commence déjà à vouloir changer d'entreprise. Il ne le fera peut-être pas dans les 8 mois, mais peut-être en 2 ans, et il est déjà parti. Donc ce n'est pas évident. Et d'être dans la course de ce recrutement n'est pas simple. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est coûteux. Ça coûte moins cher de former nos gars que d'aller chercher ailleurs. Alors, il faut les deux, hein, je ne dis pas que... Et il y a quelque chose de nouveau. Quand je dis nouveau, c'est une dizaine d'années. Hein, la mobilité interne, c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus. C'est que si on change d'équipe, on se challenge, on apprend de nouvelles choses, on change d'environnement. Et donc, on favorise de plus en plus la mobilité dans l'entreprise. Et donc, une étude montre que c'est 1 sur 2 qui favorise et qui souhaite de recruter en mobilité. Et puis ça, c'est en relation, le 85% des métiers, on ne les connaît pas. Ceux de 2030, on ne les connaît pas encore. C'est dingue, c'est une étude. Alors, je ne sais pas si ça va arriver comme ça, mais c'est assez